Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, l'invité du 7-9 est Augustin Marigliano, il est porte-parole des Jeunes Insoumis des Côtes-d'Armor. Il est en direct avec nous dans la matinale pour cette reprise et je le remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Affon et merci de cette invitation pour inaugurer du coup votre rentrée à Bretagne 5. J'en suis très honoré. Merci infiniment. Alors rentrée donc qui se fait après un long moment de silence. Alors on renoue avec l'actualité. L'actualité évidemment c'est l'élection présidentielle et bientôt aussi à la suite les législatives, mais on va parler de la présidentielle. Une présidentielle qui démarre, on allait dire, dans une curieuse ambiance avec des candidats qui ont du mal à gauche, qui sont à la peine à droite et la montée des extrêmes. Oui, tout à fait. Donc, bon, il faut dire aussi que la campagne présidentielle, pour nous, a commencé il y a déjà plus d'1 an, avec la France Insoumise, donc avec Jean-Luc Mélenchon, qui a été parrainé par 150 000 personnes lors de son passage à TF1 en novembre dernier. Et bon, il faut savoir que la vraie dynamique et la vraie campagne présidentielle commence dans les 3 mois avant, c'est-à-dire à peu près à partir de février. Donc, je pense que là, tout va commencer à s'accélérer. Nous avons commencé à convaincre les gens, nous sommes allés les voir dans les quartiers populaires, nous sommes allés partout en France pour l'abstention justement qui est une de notre grande cause de la campagne. Nous avons fait des caravanes populaires, c'est-à-dire que nous sommes allés un peu partout en France avec des groupes de militants et nous sommes allés à la rencontre des gens pour leur parler, pour dire que nous sommes là, que nous avons des propositions et que dans notre projet L'Avenir en commun, il y a aussi la 6ème République, et par cette 6ème République, notre souhait est de redonner confiance aux gens en l'État et aussi du coup en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils retrouvent la souveraineté populaire qui leur a été due et qui leur a été trop souvent délaissée. Alors on a vu que, je disais, un extrême droite monte beaucoup dans ces élections, en tout cas on lui prête, nous on a décidé un petit peu de ne pas forcément évoquer les sondages, mais enfin bon voilà, les sondages sont ce qu'ils sont et on prête à l'extrême droite quand même une montée assez importante. Jean-Luc Mélenchon qui résiste bien, qui monte même lui aussi dans les sondages. Est-ce que justement aujourd'hui c'est parler au peuple qui fait que le peuple entend et que le peuple peut se déplacer pour aller voter? On parle beaucoup de l'abstention, hein, comment faire revenir finalement les Français, les Bretons aux urnes? En janvier 2017, on était à peu près à 10%. Là, dans les meilleurs sondages, on est à 13%, à 1,5 point seulement du second tour. Donc, c'est plutôt positif, en fait. On a un socle à 8-10% qui est stable. L'extrême droite et la droite est divisée, mais parce qu'elle est puissante aussi, en fait. Donc, elle peut se le permettre. Aujourd'hui, il y a quand même, on va dire, l'intérêt, si je peux me permettre de parler comme ça, d'avoir autant de candidats à droite et à l'extrême droite, c'est aussi de baisser le stade d'arrivée au second tour à 15-17%. Et donc c'est aussi pour nous peut-être une opportunité de rentrer dans ce trou de souris et de passer au second tour. Bien sûr, pour le coup, nous, on ne va pas cracher dessus. Hein. Alors justement, je parlais de la gauche hein, qui est très désunie. Alors on ne va pas tirer sur les autres partis, c'est pas le but ici. Mais comment vous regardez cette gauche? Alors on va parler du PS par exemple, on a plusieurs candidats, on a une primaire qui ne s'est pas faite, ou qui s'est faite, mais dans les conditions que l'on connaît. Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu y aller à cette primaire. Est-ce qu'il a eu raison, selon vous? Alors, la primaire populaire était ni une primaire ni populaire. Tout d'abord parce qu'il s'agissait davantage d'une désignation, il n'y a pas eu de vote. La seule candidate a évidemment du coup été élue, on va dire, même s'il s'agissait d'une sorte de vote semi-proportionnel sur des d'accord, pas d'accord ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était plus des mentions, voilà, des mentions que des chiffres. Et populaire encore moins, puisqu'en fait il s'agit d'un vote censitaire de fait, c'est-à-dire qu'on a eu à peu près 400 000 personnes qui ont voté à cette primaire populaire. C'est 4 fois moins qu'à la primaire du Parti Socialiste et de la gauche en 2017. Donc on voit évidemment le déclin du centre-gauche, tout simplement, parce qu'en fait il s'agit du centre-gauche, que ce soit Christiane Taubira, Pierre Larouturou. Ce sont des gens qui sont d'une tendance politique qui n'est pas forcément la nôtre et dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Hidalgo, à un moment donné, pour essayer de redonner un peu d'élan à sa campagne, a essayé d'aller vers la primaire populaire, mais s'est rendu compte qu'elle ne faisait peut-être pas le poids face à une Taubira. La différence entre les deux, c'est que Taubira a peut-être un peu plus de culture qui permet d'avoir un peu plus d'aplomb tout en restant assez creux dans les propositions politiques. Hein. On parle souvent à gauche de poésie du vide lorsqu'il s'agit de Taubira. On rappelle qu'elle a été au gouvernement Valls.
On rappelle qu'elle n'a pas été là pendant 5 ans pour les combats, parce qu'en fait, à un moment donné, la politique, ce n'est pas que les élections présidentielles, c'est aussi 5 ans à être dans les rues, à protester, à proposer beaucoup aussi des lois, des amendements à l'Assemblée nationale. On n'a pas vu le parti radical de gauche, ce qui est son parti, et elle-même, voilà, sur les luttes, sur le terrain, sur les usines qui ferment, dans les queues des fils alimentaires. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que ça ne nous concerne pas, et nous continuons à faire campagne sur le fond, parce qu'à un moment donné, je pense que les Français, c'est ce qui les intéresse. Je pense que cette histoire du centre-gauche ne concerne qu'une poignée de personnes en France, et grand bien leur fasse. Bon courage pour la suite. On a dit que les idées de la gauche étaient mortes, alors pas chez Jean-Luc Mélenchon en tout cas. L'avenir en commun, pour beaucoup de ces mesures, nous les avons fait tester en sondage. Elles sont majoritaires, entre 50 et 80% pour la plupart. Donc je pense que nous, notre objectif avec l'Union populaire justement, c'est de rassembler une majorité de la population sur des propositions qui sont majoritaires. Donc c'est ça notre idée, toujours aller vers l'intérêt général, un travail qui a été fait de longue haleine déjà en 2017. Donc nous revenons avec ces propositions-là qui ont été faites dans l'intelligence collective avec les syndicats, les associations, les ONG, et puis voilà, avec tout un tas de gens qui se sont proposés sur Internet, avec justement une intelligence effervescente, que ces gens pouvaient nous partager leurs propositions sur le site Jean-Luc Mélenchon 2022. Alors avec des thématiques, on va pouvoir en balayer quelques-unes tout à l'heure. On ne va pas tout détailler le programme, il est disponible sur les différents sites. Il est à 3 € en librairie, et bien sûr vous pouvez l'avoir gratuitement sur Internet, et il y a aussi un livre adapté aux personnes non-voyantes. Voilà, alors j'allais le dire, on peut même se le procurer en braille. Tout à fait. Donc c'est important de le souligner. Il y a une grande souffrance aujourd'hui en France, grande souffrance sociale, grande souffrance, on pourrait presque dire psychologique. On a eu une grande charge mentale avec cette pandémie dont on est encore à peine sorti. On ne sait pas vraiment quelle sera l'issue. Comment gérer au niveau des élections, par exemple, ces sujets qui ont été appelés par la pandémie? Alors on pense aux jeunes, par exemple, vous parliez tout à l'heure des files d'attente, les étudiants qui ont été frappés de plein fouet. C'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé en France, voir les étudiants faire la queue pour pouvoir aller manger. Alors, on n'avait pas forcément imaginé cela, mais comme j'avais pu le dire la dernière fois que j'étais venu, cette crise sanitaire a accéléré une crise économique grandissante. Les étudiants qui se retrouvent dans les files alimentaires, c'était déjà quelque chose qu'on pouvait anticiper. Et encore plus la crise sanitaire, cette crise sanitaire qui, elle, a été problématique dans la gestion qu'en a fait le gouvernement sous plein d'aspects. Nous avons été dans les premiers mois une force de proposition qui n'a pas voulu aller attaquer justement directement les choix qui pouvaient être faits. Nous nous rendons compte que nos propositions n'ont pas été entendues, qu'aujourd'hui le vaccin et les confinements ont été les seuls outils face à cette crise. On rappelle que nous sommes plutôt de l'avis qu'il faut convaincre plutôt que contraindre, c'est aussi également l'avis de l'OMS. Qu'en a-t-il été de la levée des brevets ? Sachant que cette pandémie est donc mondiale, des virus et des nouveaux variants vont se développer suite au Covid-19. Quand nous parlons de purificateurs d'air, de sociétés de roulement, quand nous parlions aussi de distribuer des masques, quand nous parlions d'une critique aussi de l'élevage intensif, cette zoonose qui en fait est une densité à la fois de populations humaines mais aussi animales, quand on critiquait aussi la mondialisation et tout ce qu'elle peut engendrer en termes de problèmes, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas été entendues. Donc forcément, il va falloir s'attendre à avoir des crises répétées, qu'elles soient sanitaires, bien sûr, ensuite économiques et tout le reste. Donc pour les jeunes plus précisément, puisque c'est là-dessus aussi que vous m'amiez, nous proposons pour les jeunes un revenu de 1 063 €, une indemnité pour chaque jeune détaché du foyer fiscal de leurs parents. Donc c'est-à-dire pour tous les jeunes en études à partir de la première année après le bac et pour tous les étudiants à partir de la seconde en lycée professionnel. Donc je pense que cette allocation de 1 063 € serait déterminante, extrêmement importante, puisque les étudiants aujourd'hui doivent travailler leurs études et pas travailler pour leurs études. Donc voilà, c'est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire aller plus vers une indemnisation que les petits boulots finalement. C'est ça, on pense que les étudiants doivent déjà se contenter d'étudier, c'est déjà pas une manne à faire. Et puis pour le travail, ils auront toute leur vie ensuite derrière. Alors il y a aussi, vous parliez de crise sociale, de crise économique, on le voit aujourd'hui, la flambée des prix du carburant, de l'énergie, inquiète les Français. Il y a une véritable crainte de ne pas pouvoir finalement boucler les fins de mois.
Tout à fait. Donc le pouvoir d'achat, c'est une des préoccupations majeures des Français, bien avant la sécurité ou l'identité française par ailleurs. Le pouvoir d'achat, c'est aussi d'abord l'emploi. Donc l'emploi, aujourd'hui, on a à peu près 6 millions de chômeurs pour 300 000 emplois non pourvus. Nous, ce que nous proposons, c'est déjà de revenir aux 35 heures réellement, puis d'aller vers les 32 heures. Parce que diminuer le temps de travail, c'est mieux le répartir. Ensuite, comment dire, le travail, disons, ça doit avoir un sens. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas dire aux gens aujourd'hui, il va falloir travailler Amazon, travailler Uber Eats. Je pense que ça n'a pas forcément de sens aujourd'hui. Donc, il faut retrouver du sens au travail. Et c'est pour ça qu'avec la bifurcation écologique, donc la planification écologique que nous proposons dans l'avenir en commun, c'est 300 000 emplois dans l'agriculture biologique paysanne à dimension humaine. C'est 200 000 soignants aussi également, qui, bon, en plus de la bifurcation écologique. C'est des emplois dans l'énergie, c'est des emplois dans la recherche qui vont se développer. Donc au total, on a à peu près plus d'1 million d'emplois rien que dans la bifurcation écologique. Donc, et nous proposons également l'État en employeur en dernier ressort. Donc c'est-à-dire que dans le cas où on y aurait des chômeurs de longue durée qui n'ont pas réussi à retrouver un travail pendant la crise sanitaire par exemple, nous leur proposons de les prendre en charge pour que ces derniers aillent vers des besoins de la population qui ne sont aujourd'hui pas occupés par le privé. D'ailleurs, on reprend à peu près l'initiative qui avait été celle des territoires zéro chômeur, sauf que là nous allons un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là nous pérennisons ces emplois-là et évidemment voilà, tout en faisant en sorte que ces emplois n'empiètent pas sur voilà, des salariés qui avaient déjà des travails voilà, dans ces domaines-là, peut-être par exemple dans l'aide à la personne ou ce genre de choses. Alors justement, l'aide à la personne, on en parle beaucoup en ce moment avec ces scandales que l'on voit dans les EHPAD, alors avec ces grosses structures finalement qui font de l'argent sur nos anciens. Comment vous percevez ça, la France Insoumise? Oui, donc vous faites peut-être référence au livre de Victor Castanet, qui a fait un livre sur la société Orpea, donc qui charge des EHPAD en France. Il faut savoir fossoyeur, oui, bien sûr, non, mais tout à fait, voilà, qui s'occupe. Mais enfin bon, voilà, on se comprend. Donc aujourd'hui en France, on a 2,1 millions de personnes de plus de 85 ans, ça va monter à 4,8 millions en 2050. Donc il faut absolument développer justement les places en maison de retraite, en maison de dépendance. Caroline Fiat en 2018 a fait le rapport Fiat sur la situation en EHPAD. Nous sommes pour un service public de la dépendance, de rapatrier ces entreprises-là vers le service public et donc comme je vous parlais tout à l'heure des 200 000 soignants, 210 000 soignants, ils feront aussi partie des gens qui s'occuperont de nos personnes âgées en dépendance, notamment avec toutes ces maladies comme Alzheimer qui vont forcément être croissantes en vue du nombre de personnes âgées qui augmente. Voilà, donc il faut savoir que ces sociétés-là sont là pour faire du profit, pas pour prendre soin des gens. Nous, ce que nous voulons, c'est une société du soin, une société du commun. Nous ne sommes pas pour une société de l'argent, une société du capital accumulé. Donc voilà, c'est une question de philosophie. Qu'est-ce que nous voulons en fait comme idéal commun et ça nous travaillons et ça passe aussi par la santé. Mettre l'État dans des secteurs tels que la santé, c'est aussi éviter des dérives quelque part? Bah bien sûr, et c'est le problème étant qu'aujourd'hui, même dans le service public, on se rend compte qu'il y a une recherche du profit, il y a la tarification à l'acte à l'hôpital, on pourrait en parler. Ce sont des choses qui aujourd'hui détruisent l'hôpital. On a beaucoup plus d'emplois administratifs, de management aujourd'hui dans l'hôpital et de façon générale dans le service public, ce qui mène à la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, nous essayons d'avoir un service public qui soit à la fois bénéficiaire, c'est-à-dire qui fasse du profit donc sur les besoins de la population, alors que tout simplement ces besoins devraient être pris en charge par les impôts que nous payons tous. Voilà, je pense que la classe moyenne qui est cette grande financeuse du service public n'aurait pas à subir cette maltraitance qu'aujourd'hui subissent les gens qui se retrouvent à l'hôpital ou en maison de retraite. Et d'ailleurs, en parlant d'impôts, je tiens à signaler que dans l'avenir en commun, avec la France Insoumise et l'Union Populaire, il y aura cette idée que les personnes qui gagnent moins de 4 000 euros par mois se verront payer moins d'impôts. En fait. C'est-à-dire qu'on va, on va passer de 4-5 tranches d'impôts à 14 tranches d'impôts, ce qui fait qu'on va mieux étaler l'effort et qui sera peut-être plus proportionné aussi au niveau de vie des personnes. Voilà. Est-ce qu'il faut rétablir le fameux impôt, le fameux ISS, l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes? Alors oui, bien sûr, nous pensons qu'il
faut rétablir l'ISF et nous pensons que c'est pas la seule chose qui reste à faire. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure des 1063 € par étudiant par mois. Ça va se financer aussi par on va dire, un prélèvement, mais cette fois-ci des héritages de plus de 12 millions d'euros. Donc 12 millions d'euros, il y a quand même de la marge, je vous rassure vos auditeurs, je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous à cette table aura 12 millions d'euros dans son compte en banque à la fin de sa vie, donc on parle vraiment des très très riches, et on parle bien au-dessus de 12 millions d'euros, donc je ne pense pas que ça soit extrêmement radical, et pour autant ça permettrait de soulager beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui mangent un repas par jour, voire en mangent un tous les 3 jours. Je rappelle aussi que de façon plus générale, on a 12 millions de personnes qui n'arrivent pas à chauffer dans ce pays, on a 10 millions de personnes qui n'arrivent pas à manger correctement, à faire 3 repas par jour dans ce pays. Donc toutes ces problématiques-là, il faut les prendre à bras-le-corps très rapidement par des mesures d'urgence sociale. Par exemple, typiquement, le fait de fixer certains prix de produits de première nécessité, c'est quelque chose qui existait jusqu'en 1986 en France. C'est quelque chose qui est dans le code du commerce, donc c'est prévu. Ça peut être transitoire, c'est-à-dire qu'ensuite on peut revenir à quelque chose de normal, tout en étant par ailleurs sur un travail, par exemple sur le SMIC, augmenter le SMIC à 1400 € pour plus de pouvoir d'achat également, parce qu'on se rend compte que augmenter le pouvoir d'achat, c'est augmenter la capacité donc, de consommation, et donc augmenter le niveau de vie aussi, parce qu'on va, avec plus d'argent aussi, on va consommer mieux forcément. Alors justement, on parle beaucoup aujourd'hui d'explosion sociale possible, parce que justement, vous énumériez tous ces problèmes liés finalement à vivre tout simplement. On s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de Français ont du mal à vivre. Est-ce que justement la France insoumise avec ces mesures peut désamorcer cette possible explosion sociale telle qu'a été celle des Gilets jaunes par exemple? Donc, comme vous venez de l'énoncer, l'explosion sociale a déjà eu lieu en fait. Aujourd'hui, la crise sanitaire, on va dire, a comprimé cela, l'a enfermé, l'a empêché de s'exprimer à nouveau. Il faut savoir aussi que la Ve République et ce gouvernement-là est extrêmement résilient et arrive très bien à passer les crises démocratiques, économiques et sociales que vit ce pays. Donc c'est aussi une question de structure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on peut penser qu'un gouvernement qui est si minoritaire dans le pays puisse avoir autant de pouvoir pendant 5 ans? Je ne pense pas que ce soit normal. Avec la 6e République et l'Assemblée constituante que nous proposons lors de notre arrivée au pouvoir, nous redonnerons au peuple le pouvoir de révocation des élus qui, si ils n'ont pas respecté tout simplement leur programme et leurs promesses, selon une certaine proportion de la population, pourront être démis de leurs fonctions pour de nouvelles élections. Je pense que c'est extrêmement important que le peuple ait la main mise sur le pouvoir, et non pas seulement tous les 5 ans, mais pendant 5 ans. Vous imaginez bien que ça ne fait pas l'unanimité du côté des élus. Eh bien, c'est tout à leur honneur d'essayer de travailler pour convaincre la population qu'ils font du bon boulot. Et je pense que si nous étions au pouvoir, nous n'aurions pas peur de ce genre de situation. Alors, on parle aussi des médias beaucoup aujourd'hui. Alors, 2 candidats d'extrême droite, en l'occurrence, veulent privatiser, par exemple, le service public de la télévision et une part du service public de la radio. Est-ce que c'est dangereux comme type de mesure ou en tout cas de promesse? Le fascisme, c'est le dernier recours au capitalisme quand il n'arrive plus à convaincre qu'il est légitime. Donc à partir de ce moment-là, forcément, à côté des discours identitaires, racistes, xénophobes que peuvent entretenir et développer les personnalités d'extrême droite, il y a tout l'aspect économique qui est forcément très important et qui, en fait, regroupe celui qu'on peut avoir déjà chez Emmanuel Macron, mais aussi sous le quinquennat Hollande avant, c'est-à-dire un processus de libéralisation, de capitalisation de l'économie. Et donc forcément, évidemment, donc le fascisme, si vous voulez, c'est un peu la pilule identitaire pour faire avaler tout un tas de mesures libérales au détriment d'une grande partie de la population, d'une grande partie de musulmans français, d'une grande partie de LGBT, d'une grande partie de femmes, parce que voilà, on peut parler brièvement de l'extrême droite. Ce sont des gens qui sont féministes à géométrie variable, c'est-à-dire quand ça les arrange. Je pense à Gérald Darmanin, je pense à Éric Zemmour. Ce sont des gens qui sont accusés d'agression sexuelle et de viol. Éric Zemmour a écrit Le Premier Sexe, dans lequel il parle d'un cerveau de la femme qui serait archaïque. Donc ces gens-là vont dire à des femmes voilées qu'elles ne seraient pas libres. Donc en fait, je pense que c'est un petit problème. D'ailleurs, j'aimerais qu'on entende plus de femmes voilées, de femmes musulmanes sur les plateaux télé, parce qu'on parle beaucoup de leur situation. Je pense que les meilleures personnes, les personnes les plus qualifiées pour parler de cette situation, ce sont les femmes voilées. Donc moi, j'invite les médias à les appeler. Être français, c'est un contrat social. Ce sont des gens qui viennent des 4 coins du monde depuis des siècles
pour faire l'unité. Ce sont des gens qui aspirent à un contrat d'égalité, à un contrat social. La France, c'est un idéal démocratique, un idéal de solidarité. C'est pas simplement avoir des cosplays de Napoléon dans son placard, quoi. Alors, on n'évoquera pas Napoléon ce matin, ce serait fastidieux, ce serait long, mais il y a aussi en France des problèmes de sécurité, des problèmes d'islamisme aussi radical. Comment la France insoumise se place sur ces problématiques-là ? Alors très clairement déjà, je voulais rajouter un petit quelque chose, c'est-à-dire que typiquement on accuse par exemple souvent la gauche, voilà, d'une complicité avec l'islamisme. Le fameux islamo-gauchisme, voilà, on en entend parler beaucoup qui sur revient, les réseaux sociaux. Voilà. Après avoir eu le judéo-bolchevisme dans les années 30, nous avons l'islamo-gauchisme aujourd'hui. Donc il faut savoir aussi que là déjà il y a déjà une erreur, c'est de cibler la gauche. Quand on se rend compte qu'il y a des militants du Rassemblement national qui ont fourni les armes aux terroristes Koulibaly de l'hypercacher pendant que nos camarades étaient aux côtés des Kurdes en train de combattre Daesh. Donc déjà il faut remettre ça en place. Il y a les fantasmes et la réalité, ce ne sont pas les mêmes choses. Ensuite sur le djihadisme, il faut revoir notre position à l'international. Quelles sont nos forces militaires? Où sont-elles? Pourquoi faire? Il faut développer des forces de renseignement partout en France. Également, on parle souvent des quartiers qui seraient des quartiers communautaristes. Moi, je propose à ceux qui craignent ces supposés quartiers communautaristes de faire en sorte d'arrêter que les pauvres soient entassés aux mêmes endroits. Déjà, pour commencer. Ensuite, il y a une racine sociale, finalement. Toujours une racine sociale au problème. Les gens ne volent pas par plaisir, les gens n'agressent pas par plaisir. On rappelle que les pays où les taux de criminalité sont les plus bas sont les pays où le niveau de vie est le plus élevé. Donc voilà, il faut comprendre les choses. Et donc beaucoup de renseignements sur la distribution d'armes partout. Il y a des millions d'armes qui circulent dans ce pays, c'est pas normal. Il faut qu'on travaille là-dessus. Donc voilà, c'est beaucoup de propositions à mettre en place. Nous les proposons en commission à l'Assemblée nationale et nous les appliquerons quand nous saurons pouvoir. Alors, un dernier mot, car le temps file toujours aussi vite bien sûr. le matin. Mais voilà, on est en période électorale, on va se revoir forcément avec les différents porte-paroles et les différents représentants des candidats. Augustin Marigliano, sur les réseaux sociaux, on y est attentif aussi à Bretagne 5. Un auditeur nous a interpellé hier pour demander la position de la France insoumise sur la réunification de la Bretagne. Alors ça nous ramène un petit peu au territoire. Alors voilà, je vous pose la question. Écoutez, nous sommes pour la souveraineté du peuple, donc à partir de ce moment-là, il semble que nous voulons un référendum qui concerne les 4 départements de la Bretagne, puis ensuite les Pays de la Loire pour cette fameuse réunification qui, pourquoi pas, si le peuple le souhaite, aura lieu. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les territoires, il y a des demandes. On voit des grandes régions, on pense au sud-ouest, qui ne s'y retrouvent pas finalement. Non, tout à fait. On a des trop grandes régions qui sont détachées de toute conception fonctionnelle administrative, qui ne reflètent pas en fait la population de ces territoires-là. Donc voilà, je pense que cette histoire des 13 régions n'était pas forcément pertinente. Peut-être qu'il y avait des économies d'échelle aussi à voir là-dedans. Et moi, je ne suis pas forcément pour qu'on élargisse toujours, qu'on agrandisse toujours plus. Quand il y a eu cette histoire des 13 régions, c'était sous François Hollande, il me semble. Moi, je voyais très clairement une trajectoire qui était celle de changer la France et l'amener vers quelque chose de plus fédéraliste, ensuite vers une dimension un peu plus fédérale, qui est celle que l'Union européenne souhaite prendre par la suite. Et je pense que c'est important d'avoir un État-nation fort, parce qu'un État-nation fort, c'est un État souverain, un peuple souverain, et donc des solutions sociales aux problèmes que nous pouvons connaître en ce moment. Et puis des réalités culturelles. On revient encore à la Bretagne, à 5 départements. Mais je pense que la diversité culturelle est extrêmement importante, parce que tout simplement nous promouvons en fait le brassage culturel français qui est unique dans le monde. Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, c'est extrêmement valable aussi pour nos régions françaises qui sont cette créolisation déjà avant l'heure. Cette interpénétration des différentes cultures, des différentes connaissances, des différents savoirs qui donnent de l'inattendu, qui donnent de nouvelles choses en fait. Et c'est le propre de l'humain de se rencontrer et de créer. Donc je pense qu'il est important de préserver toutes les cultures pour du commun, pour plus de commun. Question traditionnelle, ça se passe comment sur le terrain lorsqu'on est jeune, soutien de la France insoumise? Vous tractez, vous collez, vous discutez?
Eh ben, écoutez, on a plusieurs types d'actions. On a des actions de solidarité, voilà, de banques alimentaires notamment. Je pense à mes camarades rennais, par exemple. Moi, je suis étudiant à Rennes. Je milite plus en Côte d'Armor, mais je sais qu'ils font beaucoup de choses comme les banques alimentaires. Ils sensibilisent beaucoup aussi les jeunes étudiants. Pareil également en Côte d'Armor, où presque tous les week-ends, nous allons distribuer les programmes, des tracts. Nous allons échanger avec les gens. Nous allons commencer à faire de plus en plus de porte-à-porte pour aller chercher ces personnes-là. Nous avons de plus en plus de bons retours et ça, je reconnais. Je dis pas ça parce que je voudrais faire preuve d'une dynamique, mais je le ressens sincèrement et à vrai dire, je suis assez confiant pour la suite, honnêtement. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va conclure. Augustin Marigliano, je rappelle que vous êtes porte-parole des Jeunes Insoumis des Côtes d'Armor. Vous étiez notre invité, je crois que vous vouliez signaler un rendez-vous. Alors, tout à fait. Donc, nous avons François Ruffin qui vient ce jeudi 10 février à Ploufragan. Donc, je vous invite à venir à 19h30 à la Villemoisan. Nous avons également Jean-Luc Mélenchon qui viendra le 23 février à Brest. Et voilà, n'hésitez pas à vous procurer l'Avenir en commun à 3 € en librairie ou gratuitement sur Internet. Et n'oubliez pas que nous sommes à 1,5 point du second tour et que tout est encore possible, donc gardez l'espoir. Voilà, c'est le mot de la fin. Il est 8h57 sur Bretagne 5. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.